Dieu. Il est le coordinateur de la Maison de l'Europe de Montpellier. Voilà, Ouais, c'est ça. voilà. C'est ça. Oui, oui. D'accord, c'est ça. Tu peux y aller. Nous sommes prêts. Oui. Olivier de Dieu, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le tout nouveau coordinateur de la Maison de l'Europe à Montpellier, c'est bien cela? C'est ça, oui, j'ai pris mes fonctions déjà fin avril, oui. Alors, vous allez tout me dire, comment on arrive à être coordinateur de la Maison de l'Europe? Écoutez, c'est une proposition qui m'a été faite par Laurent Pradel, le président de l'association, qui cherchait un nouveau directeur et qui m'a proposé effectivement d'assumer cette fonction. Et j'ai trouvé que le défi était quand même relativement intéressant. Voilà, c'est un beau challenge à relever. Hein. Alors, dites-moi, quelle est votre formation initiale? Alors moi je suis juriste et politologue. Oui. Voilà, formateur, enseignant et formateur. J'ai pendant un temps d'ailleurs été aussi chercheur en sciences politiques. Voilà, et donc dans une vie précédente, qu'est-ce que vous avez fait dans une vie antérieure? Avant d'occuper ces fonctions-là, après avoir été au CNRS, j'ai travaillé en collectivité territoriale, et puis au CNFPT, et enfin j'ai travaillé au ministère de l'Environnement, à l'Agence française pour la biodiversité. Voilà, donc vous êtes tout à fait dans le monde, alors est-ce qu'on peut dire politique? Oui, quand même, des collectivités en tout cas. Le monde du secteur public finalement. Voilà, le hein, monde du puisque, secteur oui. public. Alors, en un mot, présentez-nous cette Maison de l'Europe dont vous venez de prendre les rênes. Alors la Maison de l'Europe, c'est tout simplement une association loi 1901 qui a été créée en 1983 et qui s'était donné pour objectif d'expliquer ce qu'était l'Europe. Donc une association à la rigueur, je pourrais dire militante, hein, qui cherchait à promouvoir le projet européen. Voilà. Et c'est un dessein citoyen ou bien c'était les collectivités qui ont créé cette Maison de l'Europe? Alors au départ c'est parti sur Montpellier en tout cas, Oui, hein, la Maison de l'Europe de Montpellier, parce qu'il y en a une cinquantaine en France. Voilà. Elle est partie d'une conjonction en fait entre des gens qui se définissaient comme fédéralistes européens Oui. et la volonté notamment du maire de Montpellier de favoriser effectivement l'émergence de cette structure, notamment dans son projet, enfin c'est pas un gros mot de le dire, de marketing territorial de Montpellier, voilà, donc d'internationaliser quelque part la vision montpelliéraine. Alors, cette Maison de l'Europe comprend combien de membres? Alors c'est une structure associative qui reçoit aussi des financements publics, puisque nous faisons partie du réseau Europe Direct de l'Union Européenne, Oui. qui était mise en place justement pour favoriser la communication sur l'Europe et son action sur les territoires. Alors nous avons une centaine d'adhérents, et donc personnes physiques, hein. Oui. Et nous avons par ailleurs une cinquantaine de points info Europe, essentiellement sur le département de l'Hérault, qui ont pour vocation effectivement à démultiplier notre action dans les communes. Voilà, dans les communes les plus un petit peu excentrées de Montpellier, ce qui permet aux gens d'avoir une information sur l'Europe, même dans les petits villages, certainement, ou les petites villes en tout cas. Oui, alors après il y a des trous dans la raquette, hein. C'est Oui, vrai qu'il y a des bien sûr, secteurs qu'on tout à couvre fait. moins que d'autres, mais effectivement la logique elle est là, et d'ailleurs on couvre l'Hérault, on couvre aussi l'Aveyron, et effectivement on cherche aussi à développer la structure sur le département de l'Aveyron. Très bien. Vous êtes combien de salariés? Je suis seul et nous avons 3 services civiques. Oui. Voilà. Donc souvent des filles d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, ça ne Mais tient pas les c'est garçons, vrai, mais c'est vrai que c'est je très vous féminin comme... accorde qu'en général, Voilà, les services voilà. civiques, on a beaucoup plus Voilà. de filles que de garçons. Voilà. Alors des services civiques un peu particuliers, parce que souvent c'est des étudiants en fait. Voilà, ce sont des étudiants même étrangers, européens j'allais dire. Hein, Oui. Alors on a des Français, mais on a beaucoup d'Européens ou de gens effectivement entre guillemets métissés. Hein, Oui, bien sûr. là, on va accueillir donc
on a Raquel qui vient d'arriver, qui est espagnole, on va avoir une franco-allemande qui arrive la semaine prochaine, et nous avons une franco-brésilienne par ailleurs. Voilà. Mais je trouve que pour la Maison de l'Europe, c'est tout à fait normal d'avoir de cette mixité de toutes ces nationalités. Ah, tout à fait, et puis je pense que c'est la mixité aussi qui les attire sur des dispositifs qui ont des objectifs internationaux, même si on reste juste à l'échelle européenne. Donc votre rôle, c'est de donner le là. Bah oui, comme tout. Sous les directives du bureau d'association, voilà, effectivement. Oui. Et donc, dans le bureau d'association, vous avez combien de membres? Vous avez un CA? Alors, il y a un CA, un bureau, donc un président, deux vice-présidents. Ah oui, c'est très structuré. Voilà, c'est une association normale. Loi 1901, donc voilà. normal. Et de toute façon, en plus, une association qui touche des subventions publiques a des comptes à rendre, donc oui. Il est quelque part logique que la structure de l'association soit un peu carrée, quoi. Voilà. Vous éditez des plaquettes. Quel est votre... sur le terrain, comment ça se manifeste votre présence, outre votre présence physique, certainement dans des locaux, mais je pense que... Comment vous véhiculez l'information? Alors, il y a différents types de manières d'intervenir auprès du public. Alors, effectivement, d'abord, nous sommes situés à la Maison des Relations Internationales, à côté du Quorum, donc nous faisons un accueil physique. Mais l'objectif, c'est pas d'attendre que les gens viennent, hein, c'est aussi d'aller voir les gens. C'est d'aller vers eux. Voilà. Donc, nous intervenons de différentes manières. Alors, soit on fait, par exemple, des stands d'animation. Hein, donc, nous serons à l'Antigone des associations. Dimanche, nous étions à Frontignan. Le 27, nous serons à Béziers. Donc, ça, c'est le premier dispositif. Vous allez à la rencontre. Voilà, on va à la rencontre des gens. On crée aussi des événementiels. Donc mi-octobre, on organise le Salon européen de la peinture, ce qu'on fait depuis 15 ans. On fait aussi des formations. Oui. Voilà, donc on fait toute une série de manifestations. On fait des supports de communication. Donc là on en prépare pour les Erasmus D, on va mettre en place une exposition sur les sites labellisés au titre du patrimoine européen pour les journées européennes du patrimoine. Voilà, donc on va avoir des animations pour la journée des langues, donc on multiplie en fait les manières. En tout cas c'est très riche, vos interventions sont très riches, et dans tous les domaines. Oui, et très variées, et j'allais oublier parce qu'effectivement, mais on intervient beaucoup auprès des scolaires. Oui, ce qui est normal, c'est vraiment par l'éducatif que l'on va toucher finalement la fibre européenne de ces jeunes. Mais écoutez, Olivier de Dieu, je vous propose une pause musicale et on se retrouve tout de suite. Est-ce que j'ai le minuteur? Ouais. On reprend là, si vous voulez. Alors, Olivier de Dieu, vous êtes, je le rappelle pour nos auditeurs, le coordinateur de la Maison de l'Europe à Montpellier. Vous venez d'arriver prendre vos fonctions il y a très peu de temps. Et aujourd'hui, moi, je vous propose peut-être que nous parlions, il y a eu les élections européennes il y a peu de temps, et il s'est passé des choses depuis. Alors, j'aimerais savoir comment... quel bilan vous tirez de ces dernières élections européennes, j'allais dire en termes de participation, comment vous appréhendez ce nouveau Parlement européen? Vos réactions? Alors la bonne surprise, ça a été effectivement l'essor de la participation, puisque jusqu'à présent, en fait, l'élection européenne était... toute élection confondue, l'élection on votait le moins en France. Voilà, elle était un peu boudée, je crois, cette élection-là, parce que j'ai le sentiment que nos concitoyens, l'Europe c'était un peu vague, c'était un peu loin, on leur parlait de Bruxelles, on leur parlait... Mais, ça ne les atteignait pas forcément. Non, je pense que plus les gens ont du mal à appréhender les enjeux, plus ils ont du mal à se mobiliser. Voilà. Bien sûr. Donc c'est pour ça qu'effectivement, nous avons passé un mois de mai assez intense justement en termes d'animation et puis tout simplement d'accueil du public qui souhaitait effectivement s'intéresser, comprendre ce que pouvait être l'Europe. Vous avez senti ce renouveau, enfin disons cette appétence pour l'Europe lorsqu'il y a eu ces élections. Donc vous avez senti les gens plus mobilisés déjà. J'étais pas à la Maison de l'Europe de Montpellier en 2014, donc j'ai du mal à avoir des éléments de comparaison, mais c'est vrai que dans la dernière ligne droite des élections, en général, les gens, une partie des gens s'intéressent un peu quand même à la question qui leur est posée. Et c'est vrai que
On a eu 8 points de participation en plus que l'élection dernière. Et en fait, ce phénomène, par ailleurs, est global à l'échelle européenne. Oui, donc c'est ça ce qui est qui veut important, dire quoi. que les Européens, enfin, les habitants de l'Europe se sont quand même mobilisés pour ces élections avec un besoin de se renseigner. C'est ça qui est intéressant, Oui. parce qu'ils ils ont osé, ils ont poussé la porte de chez vous en disant bah, expliquez-moi peut-être. C'est un peu ça, oui, oui. On a eu des demandes d'associations de venir expliquer l'Europe, enfin de collectivités, de structures associatives. Donc effectivement, il y a ce besoin-là. Après, pour être honnête, je ne sais pas à quoi est lié ce gain de participation. Est-ce que c'est le contexte aussi du Brexit, par exemple, qui a favorisé ce questionnement-là parce que dans les faits, comme c'est homogène, cette progression, c'est difficile de renvoyer à un travail local de terrain sur un site particulier par rapport à un autre. Bon. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que ça peut être une prise de conscience que nous appartenons maintenant à l'Europe? Parce qu'autrefois c'était un peu vague ce concept quand même. On était quand même plus ou moins fixés sur nos frontières, etc. Et que les jeunes, avec tout ce qui se met en place, Erasmus, ben finalement l'Europe c'est chez eux. Oui, non, mais je pense que plus l'Europe. Alors c'est vrai qu'on arrive après un millénaire d'histoire nationale, hein, donc c'est pas si simple que ça, mais c'est vrai que de plus en plus de gens appréhendent que grâce à l'Europe, ils peuvent mieux circuler. La monnaie unique aussi. Voilà. Il y a la monnaie unique, mais alors qui n'est que sur une partie de l'Union européenne, hein, parce que tous les pays ne sont pas membres de la zone euro. Erasmus, oui, aujourd'hui on est sur 10 millions de jeunes en Europe, sur un total de 500 millions d'habitants qui ont participé à ces programmes, qu'on cherche à étendre d'ailleurs, hein, mais au-delà des étudiants sur les apprentis, globalement sur toute la formation professionnelle. Et oui, et puis l'Europe aussi, hein, il faut être honnête, impose de manière un peu systématique le fait que quand elle finance, ça se sache et qu'on communique sur ce financement-là. Voilà, donc ça se voit peut-être plus qu'avant. Voilà, alors qu'avant c'était plus ou moins caché, on ne savait pas trop, alors que maintenant il y a une communication qui est faite. Alors ce nouveau Parlement qui a émané de ces élections européennes, quelle est sa configuration? Alors jusqu'à présent, alors il n'y a jamais eu un parti politique majoritaire au Parlement européen. C'est vrai, la différence quand on compare par rapport au Parlement français, mais jusque-là, jusqu'aux dernières élections, on avait deux partis qui dominaient, donc la droite, le PPE, et l'ESD, c'est-à-dire les sociaux-démocrates. Voilà. Et là, pour la première fois, ces deux grands partis, qui restent les deux premiers partis européens, n'ont plus la majorité absolue. Donc du coup, ça a impliqué effectivement un compromis, parce qu'effectivement, comme aucun parti est majoritaire, il faut trouver des coalitions en fait, de gestion. Donc jusque-là, c'était une coalition entre le PPE et le SD. Désormais, cette coalition a été élargie avec notamment Renew Europe, qui sont les libéraux, pour dire les choses simplement, et les Verts, le quatrième groupe politique du Parlement européen. Alors, en excluant en fait de cette coalition de gestion les partis eurosceptiques. Voilà. Tout à fait. Voilà, qui sont restés quand même minoritaires. Oui, mais qui font partie de ces partis qui ont progressé. Qui ont progressé. Oui. Les trois partis qui ont progressé, finalement, c'est les Verts, les eurosceptiques et les libéraux. Alors, les libéraux, c'est aussi lié au fait que le deuxième pays en population, c'est-à-dire la France, a vu les candidats du pouvoir en place, en fait, rejoindre ce groupe. Oui, voilà, donc tout à fait. Donc en fait, un nouveau Parlement quand même. Oui. Voilà, et donc ce qui prouve que le Parlement européen, c'est quelque chose qui vit, qui n'est pas figé. Ah, tout à fait. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant quand même, de voir en fait ce qui se passe un peu dans nos pays, dans les pays européens, mais se retrouve en fait dans le Parlement européen. Ces alliances qui bougent, qui se font, qui se défont. Oui, alors, on n'est plus monolithique, j'allais dire. Alors en France, on reste encore sur pour l'instant en tout cas, sur ces schémas traditionnels, mais il y a déjà des pays européens qui étaient sur ces logiques. Prenez la Belgique par exemple, où il y a différents types de coalitions électorales possibles, parce que il n'y a pas de partis susceptibles d'avoir de coalition
idéologiques susceptibles d'avoir une majorité. Voilà. Bon, de même que l'Allemagne, le premier pays européen, qu'on a actuellement, ce qu'ils avaient déjà connu dans le passé, une coalition droite-gauche. Voilà, bah écoutez Olivier de Dieu, merci pour cet éclairage sur le nouveau Parlement européen. Je vous propose une nouvelle pause musicale et nous nous retrouvons tout de suite. Je vais laisser un petit peu de temps pour qu'il voit là. Oui, pour faire le montage après. Alors Olivier Dieu, je rappelle donc à nos auditeurs que vous êtes donc le coordinateur de la Maison de l'Europe à Montpellier. Nous avons tout appris de vous cet après-midi. Nous avons également envisagé la nouvelle composition du Parlement européen et on a vu que c'était un Parlement qui bougeait quand même, qui n'était pas du tout statique et qui reflète tout à fait la diversité des tendances actuelles, hein. Voilà, alors maintenant je voulais vous poser une question parce que il y a le Parlement européen et il y a la Commission européenne. Et c'est vrai que ça, c'est un peu confus peut-être dans l'esprit de nos auditeurs. Pourquoi la Commission européenne n'est pas mise en place en même temps que le Parlement européen? D'abord, qu'est-ce que cette Commission européenne? Alors, il y a trois grandes institutions, hein. On a donc le Parlement européen qui représente les citoyens européens. On a le Conseil européen qui représente les États européens. Donc ce sont on a le Conseil des ministres européens, oui. Et enfin on a la Commission européenne. Alors la Commission européenne est, je dirais, le gouvernement de l'Europe, pour dire les choses simplement. Alors pourquoi elle n'est pas instaurée en même temps que le Parlement européen? Tout simplement parce que, d'une part pour des raisons très pragmatiques, c'est la période où les États ont décidé effectivement de se répartir les principaux postes, de trouver un accord pour répartir les principaux postes de direction de l'Union européenne. Donc concrètement... ça prend du temps. Là, ça a pris du temps, effectivement, parce que, effectivement, il y avait pas forcément... Alors, il y avait deux problèmes. D'une part, en 2014, on avait instauré, enfin, le Parlement avait réussi à imposer le système des Spitzenkandidaten, oui. C'est-à-dire que le principal parti européen proposait le dirigeant de la Commission européenne. Bon. Cette fois-là, ça n'a pas été le cas. Puisque le candidat qui était proposé par le PPE n'a pas été désigné par le Conseil européen. Et donc il y a eu un deal politique où il a fallu répartir ses principaux postes et trouver un équilibre, enfin un consensus minimal pour répartir d'une part la présidence de la Banque Centrale Européenne, la BCE, pour désigner le chef de la diplomatie européenne, pour désigner le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne. Voilà. Donc, alors on va vous dire que c'est encore de la cuisine politico-politicienne tout ça. Oui, mais l'Europe, c'est effectivement ces différents États qui acceptent de construire un destin commun et il faut construire des équilibres qui ne sont pas toujours simples. C'est vrai que par exemple, actuellement, pour ces quatre principaux postes, on a un Allemand, on a une Française, un Belge, un Espagnol. Et c'est vrai que par exemple, les pays d'Europe centrale et d'Europe de l'Est ont un peu l'impression d'être les grands oubliés de ce partage de pouvoir. Maintenant, il n'y a que 4 postes quand même. Hein. Voilà donc ça. J'allais dire, tout le monde ne peut pas être représenté. Bon, la France quand même a une belle part, puisque c'est Madame Lagarde. Ouais, c'est ça, qui préside la BCE. Voilà, qui préside la BCE. Après l'espagnol, que fait-il Alors c'est le Josep Borrell, donc c'est un social-démocrate qui dirige la diplomatie européenne. Charles Michel, qui est belge, préside le Conseil européen. Et Madame Ursula von der Leyen du PPE qui va diriger la Commission européenne. Qui est un poste important. Voilà, effectivement, qui est un poste très stratégique. Alors, et si la Commission européenne, par ailleurs, pour revenir à la question de départ, il y a un décalage, c'est lié notamment au fait qu'il faut que d'une part, on désigne une présidente de la Commission européenne, qui ensuite va se tourner vers les États membres pour qu'ils désignent des commissaires européens, et enfin, et les commissaires européens et la Commission européenne dans sa globalité vont être investis par le Parlement européen.
Oui, c'est très compliqué et tout Voilà. s'enchaîne en fait. Voilà. Et la commission nouvelle, qui est en cours de composition, hein, là on vient d'apprendre qui va représenter la France, mais par contre on ne connaît pas les portefeuilles. Mais, et cette commission européenne va rentrer en fonction le 1er novembre. C'est pour ça que la date du Brexit, telle qu'elle est prévue, c'est le 31 octobre. Oui, ce qui explique. C'est pas pour fêter Halloween, c'est pour éviter qu'il y ait effectivement un Britannique, de se poser la question d'un Britannique au sein de la Commission européenne. Enfin, si Brexit il y a. Si Brexit il y a, parce que pour l'instant, c'est le grand point d'interrogation. Tout à fait, puis il n'est pas inenvisageable, enfin, quand on entend par exemple la position allemande aujourd'hui, que finalement le Brexit ne soit pas décalé dans le temps. Voire que le cas échéant, en fonction de la situation politique interne britannique, on peut très bien imaginer qu'il n'y ait pas de Brexit. D'ailleurs, c'est ce qui se susurre depuis un certain temps. Oui, oui, effectivement, c'est une interrogation, alors qui est pas simple, parce que finalement, il y a toute une série, si vous prenez les programmes européens, aujourd'hui, vous avez des projets où les gens évitent de travailler avec des Britanniques, parce qu'ils ne sont pas sûrs que s'il y a Brexit, leur projet sera financé. Tout à fait. Voilà. Et bon, de même qu'on a la difficulté des opérateurs économiques qui sont en relation avec la Grande-Bretagne, je pense notamment une partie du monde viticole ici, qui appréhendent effectivement un certain nombre d'impacts à partir du moment où les Anglais sortiront de l'Europe, notamment si on sort de l'Europe sur un Brexit dur, c'est-à-dire une sortie sans accord. Sans accord, ce qui serait peut-être catastrophique de part et d'autre, cela. C'est effectivement c'est un débat, hein, donc c'est difficile d'appréhender, mais effectivement on part de l'idée que ça serait quand même beaucoup plus simple si on avait un accord. On est quand même sur des pays, enfin la France, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont très interdépendants économiquement. Donc effectivement, une majorité de gens estiment qu'on a tout intérêt à trouver un accord. Voilà. Alors, écoutez, moi, ce que je vous propose, peut-être, Olivier de Dieu, c'est que peut-être après cette date fatidique du 31 octobre, nous nous retrouvions pour parler du Brexit ou du no-Brexit, peut-être. Hein, voilà. Ça sera intéressant de voir ce qui s'est passé ou ce qui va se passer après. Et les paris sont ouverts parce que je crois que là, toutes les positions, j'ai l'impression, sont absolument possibles. Surtout, je pense que tout ça va se trancher dans la dernière ligne droite. Oui, ce qui effectivement rend les choses parfois un peu anxiogènes. Voilà. En tout cas, un très grand merci de nous avoir donné cet éclairage à la fois sur le nouveau Parlement européen et cette Commission européenne dont on parle, mais dont on ne savait pas, qu'on appréhendait très vaguement. Là, nous avons compris pourquoi il y a ce décalage dans le temps. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. Merci, au revoir. Et voilà, c'est fini.